fou, mais il n'est pas fou. Il dit, à un moment donné, j'ai essayé par tous les moyens d'obtenir la note jaune. Voilà pourquoi il sortait la nuit, il sortait la nuit, il avait un grand chapeau, il mettait des bougies dessus, on le prenait pour un dingue, mais c'est exactement ça. Il se bat pour obtenir la note jaune. Et ben moi je trouve que tous les artistes, les écrivains, enfin surtout les écrivains, puisque c'est des écrivains, doivent se battre pour obtenir une note. Et c'est ça le véritable combat. Et tant qu'on ne fait pas ça, à mon avis, c'est mon avis, hein, je suis peut-être trop exclusif, on ne fait pas grand-chose. Enfin, et donc cette histoire, elle est très ancrée en fait en Calédonie. On se promène dans pas mal d'endroits, dont la nature est très présente, elle est très vivante, elle rythme un peu justement les émotions du personnage, ce qui traverse. Vous pouvez nous parler un peu de comment est-ce que vous avez justement lié les deux, la nature et puis son histoire ça c'est les années que on a passé en brousse, parce que j'étais prof à la FELP il y a longtemps, et donc on a passé beaucoup de temps en brousse. Et c'est quand je suis revenu à Nouméa que je me suis aperçu à quel point la nature, et en même temps la culture mélanésienne qui était liée à cette nature, était très très forte en moi. Et ça, je m'en suis rendu compte qu'après, je ne comprenais pas au départ, je ne savais pas trop. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, comme on parlait, vous savez, de la prise électrique, on met le doigt dedans, et ben en mettant les doigts dans la prise électrique, et ben tout à coup on est connecté à la mer, à la montagne, d'autant plus qu'on était, enfin moi j'étais prof à Nédivin, donc c'était le premier lycée en brousse, c'est-à-dire on était en pleine nature. Et donc on sentait de façon intense les oiseaux, les arbres, les fougères. Par exemple, quand vous repassez maintenant devant Nédivin, quand vous allez sur Wailou ou sur Point-Nimier ou à Yengen, vous passez devant Nédivin, le lycée, comme je le dis dans le livre, il était absorbé par les fougères. Vous voyez, c'est cette espèce de densité formidable de la nature ici qui fait que... envahissante, quoi. Enfin, elle avale, en fait. Et elle avale, et en même temps, elle est aussi assez... et en plus, enfin, je trouve, quand on est calédonien, on a les pieds autant dans la terre que dans la mer. Et ici, on ne peut pas... Il me semble fou de vouloir écrire sans l'énergie de la nature. Ce que disait aussi Nicolas tout à l'heure, hein, il le disait très bien. Et c'est ce que j'ai aussi essayé de faire, mais sans... il n'y avait pas de volonté de ma part. Ça s'est fait comme ça. Mais il a fallu bosser après, parce que... arriver à dire un arbre sans dire l'arbre... Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'un arbre, ça ne veut rien dire, un arbre. C'est comme un peintre, c'est parce qu'il a mis une couleur, à moins de s'appeler Miro. Miro, il mettait 3 couleurs sur un tableau, ça faisait un tableau, mais c'était Miro. Mais moi, je suis pas Miro, bien que je voie clair, mais... ça a été ça la grande difficulté aussi, c'est d'arriver à non pas dire la nature, mais à essayer de prendre l'énergie de la nature. Et c'est comme si la nature était en vous et qu'elle-même, elle vivifiait de nouveau le langage. Et le langage, c'est le corps, c'est l'imaginaire, c'est ce que j'ai essayé de faire là. Mais justement, le personnage, on sent que ça a une incidence sur lui finalement, ça influence ses émotions aussi. Alors, bien évidemment, et le personnage, à partir du moment où c'est un livre qui est écrit à la source de la vie, enfin, c'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais enfin bref, comprenez-moi, ça veut dire au plus profond de moi-même, et bien c'est au plus profond de moi-même que j'ai retrouvé les arbres, que j'ai retrouvé les requins, que j'ai retrouvé la mer, que j'ai retrouvé le ciel, les hommes, ma femme, j'ai retrouvé tout le monde là-dedans. Dans cette partie toute petite qu'on a en nous, et qui intègre de façon extrêmement synthétique tout ce qui nous affecte. Vous voyez, et ce qui est bien dans l'art en général, c'est que tout ce qui nous affecte de façon extérieure, sans même qu'on s'en rende compte, tout d'un coup, dans ce petit noyau qu'on a au fond de nous-mêmes, eh bien, tout d'un coup, ces affections extérieures deviennent nos affections intérieures. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on commence à se connaître, à se comprendre, sans se prendre au sérieux, bien évidemment, mais on est vraiment au centre. Vous voyez ? C'est véritablement un cheminement, en fait. Oui, c'est ça. Un pas après l'autre. Ouais, ça a été ça, quoi. Est-ce que vous trouvez que les livres calédoniens racontent bien la Calédonie ? Est-ce que la vraie Calédonie, au-delà des images un peu préconçues? Alors, je ne vais pas me faire des amis, c'est sûr, mais je m'en fous. Hein. Moi, je trouve que ce qui, nous, en Calédonie, nous fait beaucoup de mal, hein, en littérature, c'est qu'on ne fait rien. Et dire, ce que je veux dire, comme disait encore une fois très bien Céline, ne chie pas juste qui veut. C'est pas parce qu'on a pondu un poème que allez, c'est un poème, tout va bien, j'ai pondu un livre, c'est un livre, je l'édite. Moi je trouve que la littérature c'est pas ça.
Au contraire, quand on a écrit, c'est plus facile d'écrire. C'est fastoche, hein, tout le monde peut écrire. Les enfants le font très bien d'ailleurs. Le plus difficile, c'est de se coller au vrai travail, c'est-à-dire c'est un travail de recomposition. C'est un travail qui va commencer à détruire tout ce qu'on a fait. Parce que tout ce qu'on a fait, c'est tout notre conditionnement. Voilà, c'est ça qui est dur. À moins peut-être d'avoir une espèce de génie, où on est capable, hop, tout de suite de faire. Mais la plupart du temps, c'est ça le vrai travail. Et moi je trouve qu'en Calédonie, pour avoir lu des textes, tout ça, je trouve qu'on ne travaille pas assez. Soi-même, hein, je veux dire, soi-même, on se satisfait de ce qu'on a fait en oubliant que dans une bibliothèque, eh bien, il y a un mec qui s'appelle Céline qui a tant travaillé. Et nous, avec beaucoup d'orgueil, on se dit ah non, moi, ce que j'ai fait, c'est quand même pas mal. On rigoler. Encore une fois, un texte ne vaut que si on s'est épuisé dessus. Alors, enfin, c'est mon avis. Hein, je dis pas que. Vous êtes là pour le dire, c'est très bien. Et donc vous regrettez, je crois, qu'on ne soit pas plus lu en dehors de la Calédonie. Alors, est-ce que nos histoires ne sortent peut-être pas assez de... Alors je pense que d'abord, mais c'est encore une fois mon avis, je pense qu'il faut pas... Je crois qu'il ne faut pas publier des choses parce qu'on les a écrites en Calédonie, il n'y a rien de plus con que ça. C'est se fermer les portes. Au contraire, il y a en Calédonie de l'universel, il y a des auteurs calédoniens, j'ai vu la pièce de Pierre Gop. Et bien, cette pièce, elle est universelle. Et j'aimerais, ça serait chouette qu'elle passe sur Canal comme l'autre pièce. Mais on a de l'universel. Mais cet universel en nous, il faut aussi le travailler, le chercher. Ça se fait pas comme ça. Et je crois qu'on est un peu trop paresseux. Et ce qui fait que, par exemple, le rapport qu'on a à la nature, puisque ça parle beaucoup de nature, on parle de nature ici, on a une nature exceptionnelle pour ça. Il suffit de mettre les pieds dans la terre et d'essayer de travailler un peu ce qui va monter pour qu'on arrive à dire des choses universelles. En ce moment, je lis pas mal Nicolas, par exemple. Je viens de tomber sur je suis tombé sur un texte qui s'appelle L'Homme Montagne. Et ben voilà. Moi, je vous conseille vivement de lire L'Homme Montagne, où Nicolas a très très bien compris le lien, c'est-à-dire la déflagration du langage, mais en même temps le retour à une forme extrêmement simple de rapport à la nature. Et ça, si vous lisez ce petit bouquin, moi je me dis, il faudrait que les éditeurs ici se battent, au contraire, pour que ces livres-là soient lus ailleurs. C'est bien pour ça qu'hier, il y avait une conférence sur Vendésil, hein, où Vendésil, comme c'est maintenant, c'est Harmonie Mundi, peut être diffusé plus largement en France, et ben c'est tant mieux. Mais là, après, c'est le rôle des éditeurs. C'est sûr, si on édite constamment les deux, trois... je vais dire ça pour... Les deux, trois petits trucs qu'on a fait en se disant bah, c'est bon, je suis arrivé, on n'y arriverait jamais, on sera pris pour des crétins, quoi. On sera pris pour des auteurs locaux. Un peu comme on pouvait penser à l'époque que Mistral était un auteur du Sud, que Pagnol n'était pas un auteur reconnu, mais quand on lit Pagnol, on s'aperçoit qu'il y a de l'universel. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on atteigne ici, qu'on arrête de, comme disait je ne sais plus qui, de se voir le nombril, et qu'on essaye de travailler pour ce noyau d'universel que, à mon avis, chaque artiste devrait atteindre. Et ça parlera à tout le monde. Et un jour, nous aussi, on aura des écrivains qui seront reconnus ailleurs, qu'on pourra peut-être même étudier, pas qu'ici. Et ce sera ça l'objectif. Mais malheureusement, ça ne concerne pas que l'écrivain, ça concerne les éditeurs, il y a tout un travail autour, un accompagnement aussi. Il y a un accompagnement, après c'est sûr que... Mais, ouais. Et si vous avez un conseil donc, pour les gens qui ont envie d'écrire, alors j'ai bien compris qu'il y avait le travail, bien sûr, donc ça c'est important, mais aussi peut-être sortir des sentiers battus, justement, oser se frotter à autre chose. Si vous voulez, c'est mon avis, hein, mais ça vaut ce que ça vaut. Il ne faut pas se poser de questions, il faut écrire. Enfin, c'est tout, il faut faire. Je vois pas. Si on commence à se dire pourquoi j'écris, c'est foutu. On écrit. Je veux dire, quand vous êtes en situation de danger, vous ne pensez pas. Vous ne dites pas dans une situation de danger, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Vous le faites. Et donc, je pense que l'écriture, c'est exactement pareil. Il faut écrire, il faut peindre, faut faire de la musique, mais ça vaut pour la vie, il faut vivre. Et puis c'est tout. C'est un exercice de vie, c'est un exercice qui est lié à une philosophie de l'existence. Mais c'est tellement difficile de vivre de la façon la plus spontanée, parce que tout est fait pour qu'on n'accède pas à cette vie-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et les mots eux-mêmes sont extrêmement... Enfin, moi, je trouve que le mot fait tout pour nous empêcher de vivre, de retrouver cette vie au fond de nous-mêmes. D'où le grand travail pour arriver à ça. Quand on y arrive,
Moi je dis pas que j'ai réussi, hein, enfin j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Et donc un petit mot sur votre deuxième livre, donc La fin du malentendu. Donc le style, c'est encore autre chose, hein, ça raconte une histoire très différente. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot sur fin du malentendu, eh bien c'est exactement ça, je raconte là-dedans tout ce qui précède la reconnaissance en soi de la nécessité d'écriture. Donc c'est quelqu'un, c'est moi bien évidemment, hein, c'est pas le voisin, le personnage, on va dire comme ça. Toute son histoire, c'est un type qui fait tout pour ne pas s'écouter, qui fait tout pour ne pas écrire. Mais en même temps, il fait tout mal. Il use de la vie trop mal, il fait tout de façon trop excessive. Et donc ce livre raconte ça. C'est le long combat extrêmement difficile pour accéder simplement à la reconnaissance en soi de l'envie d'écrire. Ça ne raconte que ça. Alors bien évidemment, on m'a traité, je crois, je sais pas si on m'a traité de pornographe, je crois bien, parce qu'il y a des scènes de cul, parce que pour moi ça fait partie de la vie, et contrairement à ce qu'on peut penser, écrire sur la sexualité ou le cul, de façon mal polie, c'est hyper dur, parce que là on est au cœur même de la domestication. Le langage n'est pas fait pour ça, vous comprenez bien que c'est pas fait pour ça. Et c'est bien de faire pourquoi c'est pas fait pour ça qu'il faut le faire, faut le dire. Mais après aussi, bon, ça se fait ailleurs, justement, de parler de sexualité dans un ouvrage, mais peut-être un peu moins ici aussi. Enfin, pour alors après, pas trop l'habitude. Voilà, peut-être. Moi, je trouve qu'en Calédonie, voilà, on est, puisqu'on est en période électorale de décolonisation, eh bien, il n'y a pas plus colonisé que nos esprits. Je veux dire, la décolonisation, c'est pas simplement un concept politique, c'est aussi un concept psychologique. On est nous-mêmes extrêmement colonisés dans notre tête. Voilà, d'où la nécessité d'en prendre conscience et de s'extraire entre guillemets, de la colonialité que peuvent nous apporter les mots. Parce que le mot nous construit, mais pas forcément de la bonne manière. Et on a tellement confiance dans les mots qu'on fait plus cet effort. Donc il faut, je trouve, engager ce long travail extrêmement difficile qui nous conduit d'ailleurs à une grande solitude, parce qu'il n'y a pas de... Et est-ce que l'expérience de ces deux premiers ouvrages ont une incidence sur le troisième, donc qui est prévu en 2021, La Libre Mort, c'est ça? Enfin, est-ce que aussi bien votre écriture, ce que vous y avez mis dedans, mais aussi la réaction du public a une incidence sur le troisième ou non? Non. Par exemple, le troisième, ça va être une écriture extrêmement classique. Ça va raconter l'histoire d'un type qui s'en va de Nouvelle-Zélande pour aller mourir en France. Voilà, c'est pas très gai. Voilà, je voulais raconter ça. Je me disais, moi ça fait longtemps que j'habite ici, mais ma terre c'est la France métropolitaine, ma terre dans le sens là où je suis né, et je m'étais dit, si je devais demain mourir, qu'est-ce que je ferais? Je reste ici, je reste pas ici? Et donc j'ai voulu écrire un livre sur un type qui continue son combat pour être un homme libre, c'est-à-dire choisir sa mort de la façon la plus libre, tout en retournant entre guillemets chez lui. Même s'il s'aperçoit que chez lui, c'est pas chez lui. Mais enfin, il a besoin, par exemple, de ce rapport, comme il habite en Nouvelle-Zélande, il a besoin d'un rapport fort avec la langue. Ça fait tellement longtemps qu'il écoute l'anglais qu'il a besoin de parler le français. Vous voyez? Ça raconte aussi la fraternité qui nous lie à partir du langage. Et donc, le livre est un livre qui, contrairement aux deux précédents, sera d'une facture beaucoup plus classique. Mais pareillement, il y a encore 15 jours, j'y ai passé 14 heures par jour, parce que ça n'allait pas encore. Et je dis pas que ça vaut, mais maintenant j'arrête, sinon je deviens un fou. Oui, il faut avancer, oui, tout à fait. Voilà, et donc, je crois que vous avez eu un coup de cœur pour une auteure qui ne vit pas ici, mais qui a donc sorti un livre qui parle un petit peu de Calédonie. Ouais, alors Cathy Manet m'a offert un livre, c'est La Grande Balade d'Hélène Bessette. C'est une écrivain formidable. D'ailleurs, je ferai une conférence l'année prochaine avec Nicole Kortovitch. C'est une écrivain qui est venue ici entre 46 et 49 et qui a, après moult rebondissements, a publié 13 romans chez Gallimard avant de disparaître de la circulation et d'être quasiment méconnu. Alors c'est une très très grande écrivain, louée par Duras, louée par Queneau, louée par Léris, par Lénart, puisque son mari était pasteur et elle connaissait Lénart. Et je suis tombé, enfin grâce à Cathy, je suis tombé sur La Grande Balade, qui est un livre magnifique sur la nature, sur le long trajet d'une métropolitaine en Calédonie, sur la vie calédonienne en 1946. Et je vous conseille vivement de lire ce livre, qui est vraiment une œuvre
qui en Nouvelle-Calédonie, qui est une œuvre majeure. Hein. La Grande Balade, c'est un livre magnifique. N'hésitez pas avec une écriture à l'époque. On est dans les années 50, même s'il y a eu le grand roman, enfin tout ça, Robe Grillet et compagnie. Mais enfin là, on assiste à une écriture éminemment poétique, une écriture de corps, d'une femme qui se libère elle-même des contraintes sociales qui sont liées à la fonction de la femme à cette époque, dans les années 50, où elle était un peu comme nos mères à la maison, s'occuper de la bouffe et des gosses. Elle parle de sexualité elle-même, de son propre corps. Ce qui fait, dans une écriture très singulière, très poétique, où elle casse les codes. Et quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, oh là là, quel écrivain, il faut absolument qu'elle soit connue ici. Et donc l'année prochaine, on fera une petite conférence. Et j'espère bien faire connaître cet écrivain qui commence à être aussi revu en France, puisqu'il y a des colloques qui sont organisés, en France. Nicolas m'a dit que Ismet, son frère, connaissait Hélène Bessette, puisqu'elle a créé une revue de littérature qui se trouve aux archives territoriales, et donc Ismet connaît bien aussi Hélène Bessette. Donc moi je vous conseille d'aller à Calais de Livres et d'acheter Hélène Bessette. Alors bien évidemment, non, il n'y a pas bien évidemment, il n'y a pas d'obligation. Mais je vous assure, c'est une auteure remarquable, qui, comme on dirait, qui dépote. Hein. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps, pour ce conseil aussi. Et puis je crois que vous avez une séance de dédicace qui est proposée maintenant. Merci d'être venu. Merci beaucoup Thierry. Merci.